Bonjour à tous et bienvenue dans Restons Politique, l'émission politique de l'internaute.com et du magazine l'Obs. Aujourd'hui, avec moi pour co-présenter cette émission, Rémi Daudet, journaliste de l'Obs. Bonjour Rémi. Bonjour. Notre invité aujourd'hui est un ancien militant trotskiste, passé par la LCR puis brièvement par le PS avant de s'engager bien plus à gauche, ancien professeur d'histoire et de lettres. Il est aujourd'hui député de Montreuil et de Bagnolet, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Notre invité aujourd'hui, c'est Alexis Corbière. L'assistanat est aujourd'hui un des vrais cancers de la société. Mais qui elle est celle-là? Ils sont là, ils sont dans les campagnes. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Restons Politique. Alors on va tâcher de rester politique pendant 30 minutes. Je vais essayer. On va tenter, hein, c'est l'exercice, c'est le challenge du jour. Mais je peux dire un mot déjà tiens, sur la présentation que vous faites. J'ai été militant trotskiste et d'ailleurs je continue à rester attaché au fait que dans cette révolution russe, le personnage de Trotsky qui s'est opposé au stalinisme est un personnage pas du tout, comment dirais-je, indigne. Mais j'ai été après 10 ans au Parti Socialiste. C'est amusant la manière dont vous présentez les choses, peu de temps, mais j'ai été après longtemps, en essayant avec Jean-Luc Mélenchon de faire changer. Jusqu'en 2008, hein, il me semble, hein, c'est ça. Bien sûr, voilà. mais j'ai adhéré, je ne sais plus, en 97, je suis resté un petit moment avec cette idée, comme le faisait Jean-Luc Mélenchon, qu'on pouvait changer ce parti, puis après nous l'avons quitté il y a plus d'une dizaine d'années. Vous me mettez en photo avec Stéphane Bern, là, c'est normal? C'est ça, exactement, c'est notre première séquence, de l'émission. On commence comme ça, toujours, on commence avec une photo qu'on ressort des archives. Celle-ci n'est pas très vieille, elle date de quelques mois, je l'avais invité à Montreuil. quelques semaines. Voilà, c'est... Et on voulait réagir à cette photo. On n'a pas l'habitude de voir Stéphane Bern à Montreuil. Il est venu à votre initiative. À mon initiative, le musée d'histoire vivante à Montreuil, c'est en gros un musée d'histoire sociale, un musée du mouvement ouvrier pour le dire. C'est un des seuls en France, il est en danger parce qu'il a des problèmes de financement, il est essentiellement financé par la mairie qui, elle aussi, subit des conséquences des réductions de politique publique. Et je trouvais que ce lieu, qui est un lieu de mémoire, doit continuer d'exister. Et Stéphane Bern, j'ai croisé le fer avec lui, vous savez, parce que parfois je trouvais, et je trouve toujours d'ailleurs, qu'il a une manière il fait des belles émissions, hein, mais il a une façon très patrimoniale de raconter l'histoire de France, et mettant souvent un peu plus la lumière sur les têtes couronnées que sur l'histoire républicaine, l'histoire sociale. Et on en discute, et c'est un homme intelligent, d'une grande gentillesse en vérité, qui aime le débat, qui est très respectueux, qui a ses convictions, mais qui a toujours été, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, extrêmement attaché au débat. À la différence, j'ai croisé le fer par exemple avec Laurent Deutsch, qui était plus dur. Lui, il veut discuter, il veut comprendre. Et il aime l'histoire de France. Et je lui ai dit un jour, quand il a été nommé par le président de la République, Monsieur Patrimoine, j'ai dit, Stéphane Bern, attention, certes, notre pays est riche de ses chapelles à défendre, de ses châteaux, mais il y a toute une histoire sociale qui ne peut pas disparaître. On a échangé et un peu... Vous avez entendu, il a voilà, fait des émissions et je lui dis par exemple, Danton, parce que j'ai dit par exemple, il y a ce musée à Montreuil qui est en danger. Ouais. Venez mettre la lumière par votre personnalité, ça va faire parler du musée, et pourquoi pas même dire dans le rapport qu'il rendra, alors je ne sais pas où il en est, j'ai lu qu'il est face à beaucoup de difficultés, dire que notre pays est aussi un pays très marqué par cette histoire sociale, cette histoire populaire, cette histoire du mouvement ouvrier. Pas seulement, bien sûr, que ceux qui m'écoutent ne croient pas que je veux uniquement... Mais c'est une dimension de l'histoire. Et c'est le problème... Alors j'en ai parlé beaucoup avec lui qui fait de la télé, c'est que ces belles émissions qui font du succès, je pense à Secret d'Histoire, c'est sûr que c'est parfois plus facile de montrer un château que de montrer des barricades ou des grèves, mais notre pays a été construit, c'est ça qui fait sa beauté. Il s'est engagé. Alors là, il est venu gentiment, je lui avais offert d'ailleurs un petit buste de Robespierre après, voilà, et il en a parlé, et je crois, alors il va rendre un rapport qu'il y a 2-3 endroits en France, où notamment... qui sont des lieux de mémoire de cette histoire populaire qu'il veut défendre. On va voir. Quand même, il s'est engagé auprès de vous. Mais il est gentiment venu. Franchement, il aurait pu ne pas venir. Il s'est engagé? Il s'est engagé, lui. Attendez, il n'est pas ministre, c'est ce qu'il m'a dit, et je le comprends. On a l'impression que parce qu'il est la personnalité, que c'est lui le ministre. En tout cas, il est sensibilisé. Voilà, il est sensibilisé, il en a parlé. Alors après, il a un peu instrumentalisé cette venue, mais je ne lui en veux pas. J'ai vu l'autre jour qu'il donnait une interview, il dit « Je m'intéresse aussi à l'histoire sociale et populaire. Alexis Corbière m'a invité à Montreuil voir ce musée d'histoire vivante. » J'y suis allé, mais pourquoi pas? Il y a des moments, si on veut m'instrumentaliser pour la bonne cause, il n'y a aucun problème. Je défends ce musée comme d'autres, comme les musées de la Révolution française. Il n'y en a pas assez en France. N'oublions pas notre histoire, c'est important. Moi, je crois que la République, elle est née dans un grand moment populaire de mobilisation qui s'appelait la Révolution française. Elle est aujourd'hui caricaturée de mon point de vue. Des personnages entiers de notre histoire de France sont quasiment soit oubliés, soit caricaturés. Et n'ayant pas l'impression que quand
Parce que quand les gens regardent des émissions à la télé qui ont beaucoup de succès, qu'en vérité, notre seule histoire de France se résume à des histoires de favoris, de rois et reines. Ouais. Alexis Corbière, si vous voulez bien, on va passer à la première grosse séquence de l'émission. C'est l'actu du jour. Alors, nous, on va cibler une actualité en particulier. C'est le rapport, enfin, la présentation du projet au Conseil des ministres hier de ce qui va se passer pour la réforme de la SNCF. Alors, il y a plusieurs choses qui sont sur la table, hein, Rémi. Le premier grand morceau, donc la réforme de la SNCF, le gouvernement va avancer par ordonnance. Le Premier ministre a écarté toute privatisation, c'est-à-dire que la SNCF restera publique. Est-ce que vous êtes rassuré sur ce point? Non, parce que je ne le crois pas. Parce que ça a souvent été dit comme ça, parce que sinon tout ça n'a pas d'intérêt, si ce n'est pas déjà mettre, comment dirais-je, ouvrir le rail à la concurrence, c'est l'objectif, et qu'à terme, évidemment, ça passera par une privatisation, j'en suis persuadé. C'est le même raisonnement qui a été dit pour d'autres grandes entreprises qui sont passées, qui ont été à la fin privatisées. Mais reprenons au point de départ. Premièrement, observons que durant la campagne présidentielle, M. Macron n'a pas dit qu'il ferait ça. C'est important. Mandat n'a pas été donné au président de la République, aux députés. Donc c'est une manière de dire que la manifestation est légitime et que me semble-t-il. Deuxièmement, quand on utilise les ordonnances, à force peut-être que les Français deviennent un peu banalisent ça, mais c'est quand même chaque fois une brutalisation, une utilisation des aspects les plus autoritaires de notre Constitution. Le gouvernement s'engage manifestement à réduire l'utilisation des ordonnances à des questions techniques. On verra, c'est pas encore sur la table. Pas technique. Mais il y a quand même cette volonté, en tout cas, de discuter avec les organisations syndicales et de passer autant que possible par la loi. Discuter avec les organisations syndicales, oui, mais ça, c'est pas le cause toujours, tu m'intéresses. C'est pas réunir des gens pendant des heures et dire on les a réunis, la preuve, et puis après tout va bien. Même si l'ensemble des organisations syndicales, observons-le, c'est quand même une particularité, est contre. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Revenons après au fond. Qu'est-ce que c'est qui fait? Ce sont des stratèges. Ils savent que cette histoire est très sensible. Ils connaissent l'histoire de France. Ils savent qu'il y a eu des grandes mobilisations, notamment des cheminots, mais pas seulement, pour défendre le rail. Ils savent que les Français ont quand même suivi que partout où on est allé vers la privatisation du rail, l'ouverture à la concurrence, ça a produit des effets négatifs. Je pense notamment à la Grande-Bretagne. Le prix du billet est beaucoup plus cher. La sécurité a été remise en cause. Donc, qu'est-ce que c'est qu'ils font? Ils s'appuient sur un sentiment général qu'on ressent tous comme usagers. C'est que, dernièrement, il y a eu souvent des dysfonctionnements. Il y a eu en plus des petits problèmes de sécurité et on a l'impression qu'il y a quand même un souci dans cette entreprise auquel on est tous attachés. Quand on écoute en vérité dans le détail, un des éléments d'explication, c'est qu'on doit savoir que ces 25 dernières années, il y a quand même 100 000 cheminots qui ont été supprimés. 42% des personnels, quand même, ont été supprimés. Et la dette n'a pas été réduite. Voilà, pourtant ça n'a pas réduit la dette. Et beaucoup des dysfonctionnements dont on a parlé, y compris des accidents. À Brétigny-sur-Orge, il y a un accident qui est dû quand même à des problèmes de maintenance. Les salariés, ceux qui travaillent, disent aussi, de plus en plus, les cadences sont difficiles et on a de moins en moins de personnel pour assurer la sécurité. Est-ce que ce que fait ce gouvernement va répondre aux problèmes que nous avons actuels? Non. Mais comme c'est un stratège, il prend sur quelle question? La question du statut. En voulant faire croire que le problème, ce serait ceux qui défendent le statut, ceux qui ne défendent pas le statut. Non, il faut se mobiliser pour défendre la SNCF, empêcher qu'elle soit soumise à la concurrence, empêcher qu'un premier pas soit posé, notamment par la création de cette société anonyme, qui, selon moi, permettra d'aller vers la privatisation. Et ça, c'est pas une défense du statut. Pardon ? Qu'est-ce qui vous dit que ça va être, on va aller vers ça, vers une privatisation? Et quel est l'intérêt de faire ça? Quel est l'intérêt de toucher au statut? Expliquez-moi. Vu que même le gouvernement, quand on gratte un peu, vient à dire que le problème du statut des cheminots n'est pas le fond du problème. Pourquoi il s'en prend au statut? On me dit société anonyme avec assurance qu'il y aura que le... Mais dans une société anonyme, pour qu'elle reste une société anonyme, la participation de l'État peut descendre jusqu'à 15%. Oui, mais ce n'est pas le cas. Là, c'est peut-être pour des questions d'agencement et d'organisation. Je répète, quel est l'intérêt de ce que fait le gouvernement si à terme, ça n'est pas d'aller vers une privatisation? Pourquoi le fait-il? Ajouter de la souplesse peut-être à l'entreprise, du management un petit peu différent, c'est ce qu'on entend. Hein. Donc, et notamment, on peut faire ça dans une entreprise publique. C'est pas non mais quoi, de quelle souplesse management, de quoi parlons-nous? Il y a plusieurs structures, vous savez, SNCF. Oui, alors, non mais le fait de fusionner en une seule structure et d'en faire une société anonyme ouvre la possibilité demain, pas là dans la chaleur de la bagarre évidemment, mais de dire qu'un prochain gouvernement pourra dire finalement la part de l'État n'est plus à 100%, tout ça pourra être fait de manière législative assez simple. Mais c'est clair que comme ils savent que ça peut ouvrir un front de résistance, ils sont tacticiens et ils veulent diviser les Français, les opposer aux cheminots en disant que les cheminots sont des privilégiés. Donc ils retiennent leur mot. Quand le Premier ministre dit « je m'engage à ce que la société la SNCF reste une entreprise publique », vous ne croyez pas? Oui, je ne le crois pas, bien sûr. Je le crois pas. Parce que du moins, je lui dis, monsieur le Premier ministre, pourquoi faites-vous tout cela? Pour quelle raison? Par exemple, moi je propose, pour régler un des problèmes de la SNCF, la question de la dette. Dette d'ailleurs qui est due à une succession de mauvais choix gouvernementaux dans lesquels les gens qui nous font la leçon étaient souvent au gouvernement pour faire ces mauvais choix. D'accord? Par exemple, j'observe que Mme Parly, actuellement ministre de la Défense, j'ai rien contre elle, mais elle était à la direction de la SNCF,
d'ailleurs assez confortablement payé, si vous avez bien suivi la presse, bien plus qu'un cheminot. Bon, c'est quand même cocasse que cette dame qui était à la direction de la SNCF se retrouve dans un gouvernement, notamment expliquant qu'il faut rompre avec ce qui a été fait par le passé alors qu'elle y était lui-même, et ainsi de suite. Donc, mais par exemple, quoi? la question de la dette. Le Premier ministre a dit, si on fait rien dans les 10 prochaines années, la dette de la SNCF va s'approfondir de 15 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Il a raison, mais il devrait compléter en disant, mais les intérêts de la dette, c'est-à-dire la part, quand nous remboursons la dette que nous avons, mais la part qui va vers les intérêts, c'est-à-dire ceux qui profitent directement, le profit, si je puis dire, des banques privées qui prêtent à l'État, c'est de 1,5 milliard chaque année. C'est-à-dire que si nous rendions publique la dette, si nous récupérions cette dette, plutôt que de rembourser des banques privées, mais que nous remboursions directement, que ce soit l'État qui s'en La occupe. solution, elle est là, en fait. Notamment, c'est quand même absurde, les Français sont quand même attachés comme moi à me dire, une mission d'intérêt général comme le rail, ce n'est pas là pour engraisser des banques privées. Alexis Corbière, il y a une autre... Là, il y a un scandale, pourquoi on ne le fait pas? Donc vous voyez, il y a des logiques. On veut, et je répète, ce que je trouve assez détestable, et là j'en veux au gouvernement, c'est cette idée de mettre sur la place publique les cheminots en disant des choses fausses, comme quoi ils seraient des privilégiés. Ce n'est pas vrai. Le départ à la retraite, il faut cotiser 43 années pour avoir droit à une retraite à la SNCF. Les pensions de retraite moyennes d'un cheminot, c'est 1 900 €. Les salaires ne sont pas plus élevés que dans le reste. Non, mais attendez, c'est la vérité, il faut défendre ce métier et dire gloire à nos cheminots, qui sont des gens attachés à l'entreprise, et qui d'ailleurs vont se mobiliser, pas pour eux, mais pour les générations futures. Il y a autre chose, Alexis Corbière, qui est dans les tuyaux, on ne s'est pas encore présenté, mais on entend ça et là une petite musique qui dit il est possible que si les petites lignes ne sont pas supprimées, certaines peuvent être remplacées par des lignes de bus pour faire des économies. Pour assurer un service public général, pour assurer le transport de 4, 5, 6 personnes qui parfois prennent le train sur certains tronçons. Non mais voilà, vous avez raison. Premièrement, en plus l'entourloupe, c'est que comme le rapport Spinetta là aussi, ces stratèges étaient un peu choquants, on allait même jusqu'à proposer des fermetures de lignes, et ça, de petites lignes, ça avait choqué. Le gouvernement dit non, on ne touchera pas, mais c'est aux régions de s'en occuper. Sous-entendu, c'est pas nous qui allons financer, ça va surtout être supporté par les régions, qui sont déjà dans une mauvaise situation financière en raison de ce gouvernement, et qui peut-être, elles, seront en situation demain de faire des restrictions et d'aller vers des fermetures de lignes. Deuxièmement, vous abordez un beau sujet, c'est que là, le rail permet de faire une transition écologique, de faire qu'il y a moins de camions sur les routes. L'absurdité de ces dernières années, quand on a ouvert le fret à la concurrence, c'est que ça a entraîné notamment qu'il y a eu de moins en moins d'utilisation de frais de transport par le rail et de plus en plus de camions qui sont allés sur les routes, ce qui écologiquement est absurde et qui est dangereux. Moi, je ne soutiens pas cette idée que les bus doivent remplacer les chemins de fer. C'est écologiquement absurde et ça coûte plus cher. Sur le plan économique, vous pensez vraiment que ça coûte plus cher ? Mais surtout, d'un point de vue écologique, on peut avoir un point de vue quand même. Sûr. Sur le fait qu'il ne suffit pas de clamer, nous avons organisé la COP 21 et vivre la transition écologique, et de faire l'inverse. Le rail, c'est écolo. C'est une mauvaise idée. C'est bien. Si sur la table, c'est une mauvaise idée. Me semble-t-il. Vous parliez de tactique à l'instant, Emmanuel Macron sur les ordonnances. Vous êtes déjà opposé l'automne dernier contre la réforme du Code du travail. Oui. Ça n'a pas marché. On peut faire ce constat-là. Oui. Maintenant, quel conseil vous donnez aux cheminots ? Non mais, premièrement, posons bien la question. Ça n'est pas une lutte de cheminots. C'est une lutte de tous les habitants, de tout le monde, des usagers, de vous, de moi. Hein, c'est pas plus aux cheminots qu'à nous tous, d'accord? Parce que sinon, on fait le jeu du gouvernement en disant que c'est un truc corpo de gens qui défendent leur métier. Les cheminots, en plus, comme le gouvernement a été habile, eux, ceux qui vont mobiliser, ne sont pas directement concernés par ça. Mais ils ont une opinion sur leur métier. Et donc, il faut être à leur côté, pas par solidarité avec eux, mais pour défendre un bien commun. La SNCF vous appartient autant qu'à vous et moi. C'est notre patrimoine commun. C'est pas celui des cheminots. Ça nous appartient à tous. Donc, il faut défendre ça. Donc, le conseil que je donne, je vous réponds avec mon ton un peu vif, mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est justement d'élargir la question en disant ça nous concerne tous. C'est un bien public. L'école n'appartient pas aux enseignants, la police n'appartient pas aux policiers, la SNCF n'appartient pas aux cheminots. C'est à nous tous. Et nous devons avoir une discussion sereine. Comme je viens de dire, pourquoi c'est bien le rail? Parce que c'est écolo, parce que ça peut assurer la sécurité, parce que ça permet de désenclaver des régions entières. Est-ce qu'il faut l'ouvrir à la concurrence? Non, parce que assez rapidement... Le 22, vous serez dans la rue. Donc il faut être dans la rue. Et c'est bien que les organisations syndicales marchent devant. Mais aussi les organisations politiques doivent être là. Et aussi, il faut mener la bataille à l'Assemblée nationale. Moi, mon rôle qui est le mien, à la place qui est la mienne, c'est de participer à cette pédagogie, de dire attention à ce que fait le gouvernement, il veut vous endormir, hein, c'est comme le serpent K dans le livre de la jungle, hein, avec ses yeux, nous hypnotiser, il n'y aura pas de privatisation, mais j'affirme que ce qu'il fait, la logique de ce qu'il fait, car nous avons affaire à des gens intelligents, c'est de désamorcer, d'essayer de remporter une victoire politique en disant regardez, on a touché au statut, on a créé cette société anonyme, et dans quelques années, un autre gouvernement viendra dire la part de l'État n'est plus de 100%, elle est de tant de pourcents, vous aurez des acteurs privés qui vont rentrer là-dedans, qui vont dire telle ligne elle est rentable, j'investis, des concurrents étrangers donc qui vont dire... dire... vous laissez les syndicats devant.
en clair. Devant, c'est-à-dire qu'ils organisent et puis c'est bien. Et nous, on y va. Franchement, nous, on a toujours fonctionné comme ça. On y sera. J'invite à manifester. Et je pense que s'il y a une grève, même si ça va beaucoup nous embêter, c'est une bonne chose. Et ce gouvernement doit reculer parce qu'il a pu, par la rapidité de la chose, par l'effet présidentiel qui fait que quand on est élu, les gens se disent on va voir. Il est passé, mais rapidement, avec une stratégie quand même. Je veux dire, admettons que tous que légiférer au mois de juillet août, quand tout le monde un peu prend du repos, ça permet d'aller vite. Au mois de septembre, il y a eu un moment d'hésitation, même si beaucoup d'études d'opinion ont démontré que les Français étaient d'accord avec nous et contre la casse du Code du travail. On a dit, le gouvernement a dit, vous allez voir à partir du 1er janvier l'effet des ordonnances. Sans être trop taquin, quand même, le parti du 1er janvier, ce qu'on a surtout vu, c'est des plans de licenciement qui se sont succédés, avec l'exemple qui m'a beaucoup touché, celui des Carrefour, quand même la principale boîte privée de ce pays qui a bénéficié du CICE à hauteur de 400 millions par an, plus d'1,2 milliard à l'arrivée, qui va licencier près de 10 000 personnes. Donc vous serez derrière, syndicat, même si ça dure longtemps, même si ça dure. Il le faut, non, mais pour que ça dure pas longtemps, il faut que le gouvernement recule. Je répète qu'en plus, il n'en a pas parlé pendant l'élection présidentielle. On passe à autre chose, un autre chapitre complètement différent. C'est une séquence qu'on appelle « Tu signes ou pas ». On demande à nos invités qui sont avec nous de s'engager ou non sur une prise de position. Alors ça peut être une pétition, mais là on a choisi une prise de position et on a retenu celle de Clémentine Autain qui appelle les siens à faire un pas vers les autres organisations de gauche. C'était dans Politis il y a quelques jours. Elle appelait la France Insoumise à agréger davantage à gauche, à ne pas humilier, je reprends ces mots, ou mépriser les autres organisations, sans doute peut-être même pour entamer des conversations pour d'autres échéances à venir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord sur cette ligne ou vous pensez qu'on est dans une reconstruction avec d'autres partis qui se rapprocherait du radeau de la Méduse, pour prendre une impression l'expression d'un de vos députés? Vous voyez que ces politiciens, ce que vous dites Clémentine, on siège dans le même groupe. Pour quelle raison de profiter de ma venue pour me poser une question sur un débat comme ça? À quoi ça sert? À quoi ça intéresse? Alors qu'il y a 12 000 sujets. Non mais écoutez, le problème c'est pas moi, nous n'humilions personne. La France Insoumise est le groupe dans lequel il y a ce sont les mots de Clémentine. Non, mais j'entends mieux. Je pense qu'elle n'aurait pas dû le dire comme ça. Je lui dis, mais en quoi c'est intéressant vraiment que vous m'interrogez là-dessus? Il y a plein d'électeurs. Non, il n'y a pas plein d'électeurs. Écoutez, il y a des si ce n'est le thème journalistique, communistes, qui sont d'autres partis que la France Insoumise, et qui se posent la question aux européennes ou dans les prochains scrutins, est-ce qu'il y aura un rassemblement? Même des socialistes, certains socialistes qui se disent où on sera à la gauche au prochain scrutin. Non, mais là, vous posez plein de questions dans la question. Je veux dire, c'est pour ça. Vrai, et c'est pour ça que pardon de vous le dire. Moi, je vous ai appris, vous allez dire que vous abordez par un angle très politicien, d'une interview d'Aurédy, que par ailleurs Clémentine n'a pas dit. Alors on va simplifier. Non, mais quel est le sujet? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, il y a une force nouvelle qui s'appelle la France Insoumise, qui agrège des gens d'origine diverse, ce que les autres ne font pas. D'accord? Que ce soit Lim Wang-Nok, que vous connaissez peut-être, qui a été un député européen socialiste, qui se retrouve aujourd'hui dans la France Insoumise. Que ce soit dans notre propre groupe, Bénédicte Thorin, par exemple, qui est député de l'Ariège, qui est au Parti communiste. Que ce soit Clémentine Autain, d'ailleurs, qui était dans un autre type de groupe, etc. Nous agrégeons, François Ruffin, etc. Nous agrégeons. Nous sommes ceux d'ailleurs qui avons soutenu lors des élections législatives. Par exemple, la moitié du groupe communiste qui a été élu grâce au fait que la France Insoumise ne présentait pas de candidats contre eux, alors que moi et partout nous avions des candidats communistes contre nous. D'accord? La vraie histoire, c'est celle-là. Il y a eu aussi des candidatures disparates entre le PC et Parce que le PC voulait coûte que coûte présenter des candidats contre nous, voulait que l'accord législatif... Non, mais la question, c'est pour refaire, mais vous rentrer dans tous les détails. Donc beaucoup de gens ont considéré... Non, mais beaucoup de gens ont considéré qu'il fallait absolument présenter des candidats contre nous. Nous avons montré que nous sommes une force qui agrège et c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'encore vous prenez lors des élections partielles qui ont eu lieu, même si j'aurais aimé que des amis à moi soient élus, mais que la France Insoumise reste la force principale du camp populaire et c'est une bonne nouvelle, d'accord? Tout le reste est quand même à l'état dans un sale état, pour pas en dire plus et pas blessé. Alors, est-ce que vous suivez Non, mais il est apaisé. Ouais. À partir de qu'est-ce qu'il faut faire? Rester sur est-ce qu'il faut discuter quelque chose de cohérent? Est-ce que c'est un horizon de discuter? Mais on ne cesse de discuter. Tout le temps, on discute. On ne fait que discuter. Et d'ailleurs, même, vous évoquiez à la rentrée de politique, quand il y a eu sur la question du Code du travail, nous avons proposé qu'il y ait un grand rassemblement, après que nous ayons organisé notamment un rassemblement qui avait été un grand succès, qui a d'ailleurs été la principale manifestation contre la réforme du Code du travail. Nous avons dit à toutes les forces sociales et politiques, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un grand événement et se retrouver à 1 million de personnes aux Champs-Élysées? Les mêmes qui ne cessent de parler d'unité n'ont rien proposé de plus. D'accord? Rien. Nous sommes les seuls à proposer. D'accord? Il ne faut pas que le mot unité devienne une astuce où des gens faussement unitaires font croire que le sont et nous on ne le sont pas. Je vais polémiquer par exemple avec Benoît Hamon, que je respecte, mais quand Benoît dit, et là j'ai bien compris où vous voulez m'amener, mais j'y vais tout seul, sur les élections européennes qui viennent,
Moi, je suis pour être cohérent. C'est-à-dire que la France insoumise est une force qui a un discours sur la question européenne, qui considère que dans le cadre des traités actuels, on ne peut pas changer les choses. Et donc, nous sommes pour une stratégie qui vise à créer un nouveau rapport de force au niveau de l'Union européenne et à dire clairement aux Français que, s'il le faut, il faudra rompre avec ces traités européens. Benoît Hamon, manifestant, ne cesse de dire, ça dépend, c'est compliqué selon les moments, mais qu'il ne faut pas rompre avec les traités, il faut rester dans le cadre de l'Union européenne. C'est un désaccord de fond politique qui a sa noblesse, qui empêchera mais qui n'est pas mineur. Non, mais c'est pas qui empêche. Mais quand je vois que dernièrement, bon, j'en viens à mon propos, que Benoît dit, je suis pour faire une liste avec Jean-Luc Mélenchon, mais il faut qu'il arrête de vouloir rompre avec les traités européens, j'ai envie de dire à Benoît Hamon, c'est une drôle de façon d'appréhender l'unité, de dire aux gens, je veux bien faire l'unité avec toi, mais il faut que tu renonces à ta ligne. C'est comme si je veux bien faire un journal commun avec vous, Nouvelle Obs, mais la condition, c'est qu'il n'y ait plus marqué Nouvelle Obs, que vous d'ailleurs vous écrivez Pierre dedans, bon, vous diriez ça s'appelle une fusion-acquisition. Cette question-là européenne, ça empêchera l'Union. J'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que comme je veux parler politique, pas tactique, pas tambouille, je m'en fous de la cuisine. La question européenne. La question politique, c'est sur le fond politique. Je suis pour une liste Europe Insoumise qui porte le programme que nous avons porté aux élections présidentielles dans le cadre de cette Union européenne. Pas un truc comme micmac qui fait croire que pour se tenir chaud, on va tous se réunir, on va faire mieux. Parce que je vais vous dire une chose, si c'est un micmac, une carabistouille incompréhensible, uniquement pour recycler des gens qui ont été battus, ça vaudra rien électoralement. Parce que le fond du sujet, c'est pas de parler à tel ou tel groupe et groupuscule, c'est comment on s'adresse aux abstentionnistes. Et eux, ils s'en foutent des sigles. La soupe aux sigles, ça les intéresse plus. Notre force, c'est que nous avons un discours large, qui parle au milieu populaire, qui parle pas aux petits groupes issus de je sais pas quoi, parce que les gens s'en fichent totalement. Vous comprenez ce que je veux dire? Soit on reste, il y a deux manières de voir le monde politique. Soit on se dit aujourd'hui, si j'additionne 2% plus 1%, peut-être que ça va faire 3, puis machin. Soit on se dit, mais la réalité des élections partielles, y compris de la législative de juin, et un peu de la présidentielle, c'est qu'un électeur sur deux va pas voter. Il faut leur parler. Et eux, c'est pas vrai. Ou alors vraiment, il faut être un politicien qu'on va aller voir en disant mobilisez-vous parce que vous savez quoi, grande nouvelle, tel groupe c'est additionné à tel groupe. D'ailleurs, regardez mon tract, il y a 4 sigles. Les gens s'en tamponnent. Par contre, ce qui va les intéresser, c'est quelle est cette force populaire qui tient la dragée haute à Macron, qui appelle à la mobilisation, qui fait de la pédagogie politique, qui va dans les quartiers populaires, qui présente des candidats qui ne sont pas issus du sérail. Alors là, si on prend une partielle, par exemple, en Haute-Garonne, la France Insoumise a reculé. Ou du moins, n'a pas au premier tour de la présidentielle, Mélenchon fait 23%. Non, mais d'accord, attendez, on fait 13,5. Le Parti communiste était contre nous, il fait 2%. Les Verts ont fait aussi 2%. Nous sommes la force majeure dans un endroit. Alors la Haute-Garonne a cette particularité que c'est le seul encore endroit en France où le Parti socialiste, qui tient la région, qui tient le département, sur 250 maires, qui a fait signer 180 maires à sa faveur, tient un petit peu debout. Mais le même PS, par contre, est d'une arrogance totale à la région, puisque vous en parlez, et vient de virer, avec l'aide d'ailleurs des communistes et des écologiques, nos 4 copains de la France Insoumise du groupe, qui n'ont même pas les moyens de faire un groupe. Vous voyez, c'est-à-dire que le paradoxe, c'est que nous, des unitaires, on discute. Non, mais eux, ils sont extrêmement sectaires, notamment le PS, manœuvrier, au point que 4 élus ne peuvent même pas avoir un bureau et un collaborateur. Je vous dis ça parce que c'est ça le monde réel. Je vois bien qu'il y a une volonté aujourd'hui de dire, voilà, la France Insoumise, ils sont durs, ils veulent parler avec personne. Par contre, tous les autres sont des gentils, tous les autres sont des sympas. Je dis, la réalité, elle est un peu différente, elle est même complètement inverse. Et pourquoi nous agrégeons, c'est que moi, je veux sortir de toutes ces cuisines. Oui, puisqu'on parle du PS, juste une dernière fois, et le sigle est dans l'actualité, les militants sont appelés à voter aujourd'hui sur 4 motions, 4 candidats. Il y en a un qui est plutôt proche de la France Insoumise, en tout cas qui est proche des idées, c'est Manuel Morel. Manuel Bompard, donc... qui a été le directeur de communication de Jean-Luc Mélenchon, a dit que ça pourrait être intéressant de travailler avec lui. Est-ce que s'il gagne, et s'il devient le premier secrétaire du Parti Socialiste, vous parlerez avec lui? Ou est-ce que vous changerez le regard, en tout cas, sur cette formation? Là où Manu Bompard a raison, il ne faut pas être politicien. Je veux dire, si évidemment, Emmanuel Morel, qui est un homme que je respecte, s'il gagne, qui tient un discours politique très proche de ce que nous disons, etc., mais on n'est pas des robots, évidemment. Mais j'ai envie de dire, pour rendre service à Emmanuel Morel, le mieux c'est que j'en parle le moins possible à la veille du vote, parce que ce serait, si je plastronais trop, comment dirais-je, ça pourrait lui rendre un mauvais service. Qu'ils votent entre eux, franchement. Je pense qu'ils sont face à une crise profonde. J'en dis pas plus, mais je veux dire, évidemment, la politique est l'art de s'adapter à chaque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Si demain le Nouvel Obs nous tapait moins dessus, je l'achèterai plus souvent en kiosque, je vous assure. Donc vous voyez, il n'y a pas de problème. On va venir. Je suis pas sectaire. On va venir au sujet qui fâche, mais avant ça, on va consacrer une petite minute bienveillante dans cette émission. Oui. Mais c'est bienveillant. Hein, bienveillance. Alors, on va vous laisser. Vous avez 1 minute pour dire du bien d'une personnalité. C'est un petit exercice. Mais j'ai vu que vous m'offrez un choix. C'est ça. Et on vous offre un choix. Donc, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, avec qui vous avez déjà débattu, ou Aurore Berger, député de La République En Marche. C'est
Deux personnalités dont on sait que vous avez eu Non mais, certains, comment dirais-je? Alors là, vous me passez face à un choix difficile. Oui, non, c'est alors je vais dire en creux. Aurore Berger, je trouve qu'elle est très politicienne souvent. C'est très... bon, bref. Je pense qu'elle ne se rend pas service à elle-même. Bon, je vais choisir Blanquer puisque vous me donnez ce choix. Et Blanquer, je trouve que bon, c'est un homme, on s'est affronté la dernière fois, qui est assez carré, qui est un technicien, un administrateur, et puis bon, qui a été, comme je l'ai dit quand on a fait ce débat, un des ministres bis de l'Éducation nationale. Donc il est pro, il est compétent. Alors c'est un peu curieux parce que la presse un peu a beaucoup parlé de cette compétence. La question c'est compétence au service de quoi? Et ce que je voudrais, c'est rendant cet hommage, mais M. Blanquer, il verra l'aspect taquin, c'est lui rendre totalement hommage. C'est-à-dire qu'il n'est pas apparu uniquement dernièrement quand il a été nommé ministre de l'Éducation nationale, mais il avait été le ministre bis sous Sarkozy, notamment c'était M. Châtel qui était ministre de l'Éducation nationale, et c'est lui qui a été le principal technicien de la suppression de 80 000 postes dans l'éducation nationale. Donc voilà, cet hommage sera en disant M. Blanquer est un homme qui a déjà eu beaucoup d'expérience, a fait déjà de choses, qui a bien sûr une forme de compétence, mais au service de quoi? Pas au service de la défense des écoles publiques. Moi, hier encore, j'étais à Montreuil dans un collège, le Nain de Tillemont, où il y a une baisse des moyens, ils n'en peuvent plus, et la réalité sur le terrain, dans les écoles de province, etc., c'est qu'il y a moins de moyens. Donc voilà, c'est un bel adversaire, M. Blanquer, respectable, mais ça reste un adversaire à ma conception d'école publique. Merci pour cette minute. Ai-je respecté un peu? C'est difficile. On est au début, en tout cas, c'était bienveillant. Puis après, oui, c'est un petit peu forcément. Non, mais bienveillant. Après, moi, je respecte, hein, je dirais, les adversaires, mais Allez, on passe à une autre séquence. On passe au moment consacré au souvenir. Hein. C'est une séquence qui s'appelle Souviens-toi, il y a un an. Alors, il y a un an, c'est facile. C'était presque jour pour jour cette grande manifestation de la France Insoumise pour la 6ème République. On s'est dit quand même, maintenant, ça fait un an, avec un peu de recul, est-ce que vous avez un regret sur cette campagne? Est-ce que vous auriez pu faire les choses un peu différemment? Des regrets, on en a toujours, évidemment. Lesquels? Non, lesquels? Non, mais là, il y a le côté, on se dit, qu'est-ce que c'est qu'il a manqué? On aurait dû se déployer. On pense à toutes les fois où, toutes les réunions qu'on n'a pas, qu'on aurait pu faire en faire davantage, etc. Mais quand même, globalement, on ne peut pas vivre comme ça. Je pense qu'on a fait émerger une force qui, la candidature de Jean-Luc Mélenchon, la première fois, c'est le 10 février 2016, à l'occasion d'un journal de TF1. On est tout seul, hein, on évoquait tout à l'heure des partenaires que nous avions, mais les premiers à nous taper dessus d'ailleurs, par exemple, c'est le porte-parole du Parti communiste français, etc. C'est ça la réalité de notre campagne. On l'a menée tout seul, vous voyez, sans nombre de partis. Et puis on arrive à l'arrivée quand même à 19,5% des voix, 7 millions. Et moi, c'était d'abord, ça partait dans le constat stratégique de la situation, qui disait qu'il allait y avoir ce grand bouleversement, cet effondrement de la scène politique traditionnelle. Et Jean-Luc Mélenchon avait analysé, je me souviens très bien de cette réunion, en disant que ça va se jouer autour de 20%, à peu de choses près, entre les principaux candidats. Et je dois dire, sans en faire de Jean-Luc un prophète ou je sais pas quoi, mais il avait vu clair, et c'est sûr que... Alors après, j'arrête de dire le chiffre, parce que chaque fois on se moque de moi, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre les 4 candidats, ça s'est joué à peu de choses. Ouais. Et là, vous vous dites, voilà, donc après, peut-être que, je ne veux pas encore être piquant avec d'autres forces politiques qui se réclament de la gauche, etc., mais certains ont consacré beaucoup d'énergie à la fin à nous taper dessus, hein, sur la singularité du candidat Mélenchon. Et peut-être que s'ils avaient tapé moins fort pour faire fuir des candidats de nous et peut-être plus les attirer vers M. Macron, on aurait été au second tour. Mais le peuple français, dans sa grande sagesse, n'a pas fait ce choix-là. Mais plus que des regrets, quelle aventure! Le fait qu'un homme comme moi, quand même, se retrouve député, ça quand même montre que, voilà, c'est quand même incroyable, non? C'est incroyable. Oui. On va essayer de vous croire aussi sur les comptes de campagne. Ouais. On va pouvoir vous expliquer. Alors, j'expose les faits. Les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon ont été validés. La campagne a coûté à peu près 11 millions. Oui. Et sur cette somme, 400 000 euros ne seront pas remboursés. 334 000, je crois. 334 000, voilà. C'est-à-dire 0,3%. Un peu plus. Nous, 3%, pardon. 3%. 3%, oui. C'est-à-dire 97%, oui. D'accord. Oui. On peut en rester là, hein, voilà. On peut en rester là. Et 97%. Il y a quelques questions qui sont soulevées quand même. Il y a une question qui nous intéresse et qui vous intéresse, c'est que vous avez été rémunéré via le statut d'auto-entrepreneur. Oui. Un statut que Jean-Luc Mélenchon dénonce comme l'esclavage, et vous aussi. Moi aussi. Pourquoi avoir recouru à ce statut que vous dénoncez par ailleurs le soir en meeting? Mais attendez, premièrement, donc on est d'accord que les comptes sont validés, qu'il n'y a aucun problème, d'accord? Pas plus que sur les autres. On est d'accord, deuxièmement, que par exemple, j'ai suivi votre émission, je suis le 3e invité, que quand vous invitez M. de Rugy ou Mme Schiappa, vous ne les interrogez pas sur les comptes de M. Macron, alors qu'il y a un problème. Non, alors que vous savez très bien qu'il y a un problème. Ils ont des donateurs qui n'ont pas respecté la loi.
Pourquoi vous n'interrogez pas un ministre du gouvernement, un grand membre de En Marche là-dessus? Pourquoi moi j'ai droit? C'est pourquoi au bout d'un moment, avec Jean-Luc Mélenchon, On leur pose la Là, question. si non, vous mais, qu'on non, mais reçoit- ça si vous vous qu'on non, mais reçoit, vous donc posez vous pas la pouvez question. répondre. Vous faites un thème, vous faites le choix délibéré de faire un thème, les comptes de campagne Mélenchon, mais de rester silencieux face à ceux de M. Macron. Qui sont Non, au moins. on en mais parlera c'est la quand- vérité. En fait, on a pu consulter les comptes de Jean-Luc Mélenchon. On pourra le faire. La semaine si dernière, Emmanuel quand vous Macron- interrogez M. de Rugy, il est déjà de notoriété publique dans la presse que M. Macron a eu des donateurs qui n'ont pas respecté la loi. Pourquoi n'avez-vous pas interrogé M. de Alors, on Rugy sur les s'engage, comptes de on Vous campagne s'engage. ne voulez pas répondre à cette question? Non, non, mais je vous dis Pour une raison, seulement. et Non, là, vous non, mais je vais répondez pas à cette répondre. question. C'est pas Oui. ça que je veux vous dire. Mais comprenez-moi, cher Rémi, sur le fait qu'il y a un agacement de notre part, parce qu'on a bien vu qu'il vise à faire un thème, comme s'il y avait un problème, qu'il y avait parfois que moi, qui suis vraiment le plus gentil des hommes, je m'énerve parce qu'au bout d'un moment, certains journaux se permettent de dire c'est légalement possible, mais ce que j'ai fait moi serait moralement douteux. Qu'est-ce que ça Non, veut dire ça tout pose question. Donc, Et on vous pose je la reviens. question. Mais il n'y a pas de question. On a revient à ce mené une statut. campagne. Je suis Pourquoi ce enseignant. statut? Je suis enseignant. Oui. Fonctionnaire de l'éducation nationale. Mon métier n'est pas porte-parole d'un candidat à l'élection présidentielle. Ça n'est pas un métier, d'accord? Donc c'est une occupation à un moment donné très particulière, dans un cas très particulier de ce qu'est une équipe de campagne. Volontairement, quand nous avons eu des discussions, jusqu'au bout, jusqu'au 18 mars d'ailleurs, c'est intéressant parce que nous ne savons pas si nous allons avoir les 500 signatures. Nous ne savons pas si nous allons avoir le prêt bancaire. Donc notre statut est extrêmement précaire qui permet en quelque sorte que l'équipage puisse sauter par-dessus bord à tout moment pour éviter que ça coûte le moins cher possible. Et l'argent que nous avons, nous le consacrons entièrement à nos événements Donc, c'est pour et le vous moins adapter, possible. c'est- Attends, je termine. Ouais. Donc le statut d'auto-entrepreneur permet que je facture et qu'à tout moment, je puisse dire le mois prochain, moi et l'équipe, on arrête. D'accord? Voilà, c'est un statut de merde, extrêmement précaire, mais qui a la particularité, quand il s'agit de mon cas, de dire que si moi j'arrête, je peux redevenir prof immédiatement. D'accord? C'était impossible d'être salarié, par exemple, pendant 7 Ben, mois. le Vous êtes problème salarié de- pendant 7 mois, C'est d'octobre des- 2016 à avril Mais 2017. ça change quoi? Vous êtes représentant syndical? C'est quoi votre problème? Non, c'est une question. c'est- Mais, Alexis mais quelle est la Corbière, question? il y a une Ce question. statut permettait, je Oui. vous les ai répétés, salarié, tu dis pas du jour au lendemain tu arrêtes. Ça a toute une série de coûts. Moi, ça coûtait 0 centime si je disais voilà, le 31 janvier, j'arrête. Mon but, c'est de l'argent public. Donc, vous Mon aviez- but, c'est de l'argent public. Mon but n'est pas de dépenser le plus d'argent public possible. C'est d'en dépenser le moins possible et faire en sorte que ça coûte le moins possible à la campagne. Vous comprenez, Alexis Corbière, qui est clair. donc Il y a à quand partir même- de là, interrogez-vous pour quelle raison, c'est plus intéressant. À comparaison égale, les autres Ça, on porte-parole. le fera, mais c'est notre sujet. Non, mais Il y a- vous dites tout le temps, vous le ferez, il y a mais une vous le faites question, pas. il y a une Monsieur question. Griveaux, Laurent Saïm a été porte-parole de En Marche, ils ont été rémunérés 6 000 euros, le double de ce que j'ai touché. Oui. Mais Ça eux, coûte cher aux ils n'ont jamais- contribuables. Ils ne disent Moi, pas j'avais que pas l'entrepreneuriat d'emploi. est un problème. Mais Il y c'est a- un problème. Oui, de la même façon mais- que la monarchie présidentielle et le caractère présidentiel de la campagne est un problème, mais il ne vous a pas échappé que Jean-Luc Il y a Mélenchon était peut-être une candidat. contradiction qui apparaît. c'est Mais il y a celle plein de entre- contradictions vous dans la vie. avez- On a bossé 100 heures par semaine, c'est un problème. Donc c'était plus Maintenant, vous ne simple. transformez pas en représentants syndicaux. Notre problème, une campagne. On soulève des questions. Vous comprenez quand même Non, que cette question, mais bien sûr, les j'y gens se réponds. disent, certaines Oui, personnes non, se disent, il y a Jean-Luc Mélenchon qui nous dit l'entrepreneuriat c'est nul, c'est nul, c'est nul, Il a c'est raison. nul. Et le lendemain, on se rend compte que pour la campagne, toute son équipe de campagne ou certaines personnes de l'équipe de campagne Combien ont été. Alors déjà, au moins vous. Donc Non, mais ça tombe d'accord, bien mais- parce que vous êtes sur le plateau. Mais vous moi, discutez c'est là-dessus. non mais, Non, mais c'est difficile à dire, Mais mais ça- 8 000 euros de salaire à peu près. Mais vous C'est- comprenez, c'est Mais le fait que attendez. ce soit que quelqu'un Non, ait je été comprends embauché pas. sur ce Je vous statut assure. puisse poser des questions Je vous dans assure. la- Non, je certaines- comprends pas. Je ne comprends Alors, pas pour quelle je sais raison d'un pourquoi. seul coup il y aurait. C'est un statut très mauvais. Je Ouais. ne veux pas ça pour mes enfants. Oui. Je ne le veux pas pour vous. Je sais pas d'ailleurs ce nouvel Obs. D'accord. Moi, je suis fonctionnaire. J'ai cette particularité qui fait que c'est une chance, si vous voulez, pour laquelle, y compris, c'était facile que je sois porte-parole. Pendant un moment, déjà, j'ai milité en continuant à faire mon boulot. Puis à partir du 1er octobre, quand même, ma hiérarchie. Puis je ne peux pas continuer à être tout le temps invité sur vos plateaux télé. Oui. Et puis voilà, je n'ai pas bénéficié d'un emploi fictif. Donc je suis obligé. On a essayé de faire ça le moins possible. Hein. Je suis obligé de devenir salarié. aussi lié à l'activité très particulière de la campagne. D'accord. si on Donc le comprend. statut que je choisis dans le cas très particulier, que ce soit moi ou les autres amis qui étaient auto-entrepreneurs, s'il y a cette particularité que moi je peux dire sans que ça pose un problème, le mois prochain j'arrête parce qu'on est en train de se planter, parce que les sondages nous mettent très bas, parce qu'on n'aura pas les 500 signatures. Vous comprenez? C'est une C'est- explication. Non mais c'est de l'argent public. Je trouve ça. Vous auriez le droit de me taper dessus en disant, dis donc, on découvre que vous étiez payé Corbière alors qu'on ne vous a pas vu pendant la campagne présidentielle. Vous auriez le droit de me dire, dis donc Corbière, vous êtes bien goinfré, hein, 8-10 000 euros par mois pour faire la campagne. Là, j'ai autour de 3 000 euros, bon sang. C'est légèrement plus que mon salaire d'enseignant, mais j'achète la presse tous les matins. C'était mon téléphone personnel, des déplacements. Bon, voilà, c'était ce qui me permettait de mener campagne. Il n'y a rien comment dirais-je, de scandaleux, c'est plutôt sain. Moi, puisque vous vous passionnez sur les comptes de campagne, je reviens à mon esprit taquin, j'attends que vous veniez une enquête pour savoir comment Benoît Hamon a dépensé 15 millions en 3 mois. Ça m'intéresse parce que j'ai pas vu de choses très spectaculaires. Je veux savoir, est-ce que vraiment Madame Laurent Saïm, que j'ai plus beaucoup vu sur les plateaux télé, valait vraiment 6 000 euros par mois comme porte-parole?
Vous comprenez? C'est pour ça qu'au bout d'un moment, même si j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous retrouver, que je me dis, mais pourquoi vous me parlez tout le temps de ça? Parce qu'on a pu consulter les comptes de campagne. Ben alors, ce voilà. lundi, Et moralité, on tout pourra est le faire pour les légal. autres candidats. Par exemple, hier, vous avez fait un article au Nouvel Obs, que j'ai lu hier soir avec intérêt, qui c'est quand même incroyable. Il y a tout un champ sémantique dedans, où il y a les mots c'est légal, mais il y a un type que vous allez chercher à Bordeaux qui dit c'est étonnant. Mais alors, et ça fait un surtitre. Et on lit ça, quand on lit ça, on a l'impression qu'il y a un problème, et à la fin de l'article, on dit, mais en fait, il n'y a pas de problème. À tel point que même, j'ai regardé les commentaires en dessous de votre article, les gens disent, mais en fait, il n'y a pas de problème. Donc, au bout d'un moment, ce que je veux dire, c'est que quand il y a une mobilisation sociale, quand la France Insoumise est la première force populaire, de créer la musique, le petit bruit, comme quoi il y aurait un problème, et là pour nous troubler. Moi j'ai vu des journalistes qui disaient, selon nos informations, Alexis Corbière aurait été auto-entrepreneur. Mais j'ai fait ma déclaration. La haute autorité à la transparence et à la vie publique au mois de juin. D'ailleurs on en a parlé tous les deux. J'étais obligé. Je l'ai toujours. Ai-je caché une seule fois le fait que j'étais salarié pendant la campagne? Non. C'est pour ça que vous interrogez justement, c'est pour qu'il y ait des explications et qu'il n'y ait je pas de viens, je sous-entendu. me débine pas. Mais je vous l'ai dit avant l'émission. En même temps, hier soir, comme vous m'avez dit que vous vouliez parler de ça, franchement, si j'avais eu un peu de tempérament et que j'avais été plus dur que ce que je veux l'afficher, j'aurais vous aurais dit, je viens pas, les amis, parce que je trouve ça couillon, on a perdu 5 minutes. Mais j'ai aucun problème. Tout ça est clean, ultra clean. Et franchement, les factures qui sont retoquées, je sais pas quel est le mot, nous, on met toutes les factures sur la table. Et c'est normal qu'on ne soit pas entièrement remboursé. Mais d'ailleurs, on est même plutôt ceux qui sont plutôt parmi les plus remboursés par rapport à d'autres. Il n'y a rien d'illégal à ça. Vous mettez toutes les factures sur la table. Voilà. Et alors, quel est le fond du problème aussi? C'est que quand même, et on termine là-dessus, il y a un aspect baroque, c'est que celui qui a le plus chauffé la colle, si je puis me permettre l'expression, celui qui a travaillé sur nos comptes de campagne, M. de Chalvon, est quand même un homme qui avant était directeur de cabinet d'un ministre socialiste. Moi, j'ai envie de dire, c'est normal ce système où celui qui inspecte vos comptes est un homme qui a été quand même un socialiste de premier plan. Bon, ce serait peut-être bien qu'il y ait un peu plus de neutralité quand même. Donc il faudrait une loi pour surveiller. J'en sais rien, mais je vois tout ça est très politicien. Non, mais c'est très intéressant. politicien, parce que le président de la Commission nationale des comptes de campagne, il dit il n'y a pas de problème sur les comptes Mélenchon. Il n'y a pas de problème. Il ne cesse de le dire dans toute la presse. Mais il y a un monsieur qui s'est fâché, parce que lui, je répète quand même, c'est pas n'importe qui, un homme qui a été directeur de cabinet d'un ministre socialiste, qui apparemment avait envie de se payer Mélenchon. Alors, chers amis de la presse indépendante, ne courez pas derrière ce lièvre, franchement, c'est sans intérêt. Les comptes de campagne sont validés, tout ce que nous avons fait est clean, conforme à la loi. On n'a pas, voilà, et on a fait une belle campagne. Une campagne dans laquelle, moi en plus, on parle de ceux qui ont été rémunérés, mais c'est peanuts par rapport aux milliers de gens qui ont fait ça bénévolement. Et je leur adresse un salut amical. Ce qu'il y a de beau dans la campagne Mélenchon, c'est pas les quelques-uns qui étions salariés, c'est des milliers de gens qui ont consacré leur temps, leur nuit bénévolement. C'est ce qui a fait le succès de cette belle campagne. On a largement débordé le temps d'émission, mais bon, ça valait le coup. C'est votre faute. C'est notre faute. On a quand même peut-être une question intéressante. Vous avez vu peut-être Emmanuel Macron en Inde renvoyer un journaliste dans les cornes en disant c'est pas la bonne question. Oui, non, mais moi je crois, c'est dommage, j'aurais aimé qu'on aborde plein de sujets, réforme constitutionnelle et tout, mais moi je répète que ce qui pose à la presse, la difficulté que vous avez, c'est pas les coups de gueule que nous posons, je vous le dis, hein, c'est la mainmise du pouvoir sur certains médias. Hier, j'ai poussé un coup de colère. Le président de l'LCP a été nommé. C'est monsieur Bertrand Delay qui est un proche d'Emmanuel Macron. Attention, ça c'est grave. Ça, c'est grave, quand progressivement, vous avez un pouvoir qui se mêle, qui tripatouille, y compris dans votre propre rédaction. On m'a expliqué que ce n'était pas le cas, mais il y a eu quand même, du fait d'une une, notamment, qui était un peu mordante après le président de la République, ça a eu des effets. Je vois que les journalistes du Parisien trouvent que M. Bernard Arnault, actionnaire, donne un petit peu trop son opinion sur certaines unes. Voilà. Attention, hein, nous voulons défendre le métier de journaliste, mais c'est pourquoi nous proposons un conseil de déontologie des journalistes. On peut peut-être finir, si vous voulez. Mais là, il y a un beau sujet. Plutôt qu'une réaction corpo de dire Mélenchon et Corbière ont gueulé contre la presse. Oui, alors, parce que je veux une presse indépendante. Si vous voulez bien, on peut finir cette émission, sur 1 minute qu'on peut vous consacrer. On aime bien ici donner un espace de liberté d'1 minute, d'un coup de gueule ou d'une carte blanche à un invité. Si vous voulez en profiter, j'en profite. On vous l'offre. Merci. Non, c'est le thème. Alors je reviens, qui fait un peu référence à mon débat avec Jean-Michel Blanquer, de la cantine gratuite. Et je voudrais, parce que dans la chaleur du débat, c'est important. Et on tient tous les bouts avec cette proposition. Il y a 12 millions d'enfants qui mangent tous les jours. Si la cantine est gratuite, on peut avoir avec nos agriculteurs une filière qui fait qu'il y a 12 millions de repas à servir. Ça peut assurer notamment le développement d'une filière bio. On peut travailler sur la santé publique. On a des cas d'obésité de plus en plus importants chez nos jeunes. On peut travailler sur redonner du pouvoir d'achat. Quand même, ça coûte cher et c'est près de 50 à 60 € en moyenne par les familles chaque mois qui pourraient être allégés, etc., etc. Donc c'est bien, c'est vertueux. Ça permettrait en plus
donc il y ait progresser dans un droit à une gratuité, on peut même intégrer le petit déjeuner. C'est faisable sur le plan économique, ça représente bien sûr une certaine somme, 5 à 7 milliards. Et je me permets de rappeler que c'est à peu près ce qu'a coûté dernièrement l'annulation de l'ISF et la mise en place d'une flat tax, notamment sur les revenus du capital. Je veux défendre cette idée parce que je répète, quand on défend l'école gratuite, publique et obligatoire, on voit bien que c'est très sociologiquement ciblé. Souvent dans les milieux populaires, on va moins à la cantine parce que ça coûte cher, parce qu'il y a des habitudes culturelles qui font qu'on ne met pas le gamin à la cantine. Et dans les milieux aisés, on y va plus facilement. Et si on résout ça, ça permettra, à mon avis, de faire progresser les droits, de gagner sur le plan écolo, de développer nos agriculteurs bio, de rendre la santé publique, de rendre du pouvoir d'achat. Faisons-le, on peut le faire. Cantine gratuite pour tous, avec petit déjeuner, c'est bien. Il y a un député de la majorité qui a proposé des petits déjeuners. Ben voilà, non, j'ai vu que depuis. À la primaire. Non, mais peut-être que je ramène un peu les choses à moi, mais j'ai vu que depuis ma proposition, c'est très bien le petit-déj. Il a totalement. Tous les pédopsychiatres, tous ceux qui font on appelle ça des chronobiologistes, vous expliquent que les gamins travaillent mieux le matin quand ils ont bien déjeuné. Non, mais c'est fabuleux. Ah, oui. Et ce que je veux dire, c'est pas un gadget. C'est pour ça que je profitais de votre carte blanche. C'est pas un gadget pour tenir à table bancaire. C'est une manière de dire on peut le faire et on travaille mieux le ventre plein. On travaille mieux quand on a une nourriture équilibrée. Et ça rend du pouvoir d'achat. Et je répète en plus, nos agriculteurs, on va pouvoir discuter avec eux, leur dire le bio, parfois c'est compliqué, mais on a une filière qu'on peut développer. Pourquoi on ne le fait pas ? Ce serait génial. Alors je vois que certains disent qu'il faudrait ne pas faire payer uniquement les plus pauvres. Il y a une première proposition, mais c'est uniquement ceux qui sont sous le seuil de pauvreté. Je crois que ça ne concerne pas beaucoup de monde. En général, eux, ils ne payent pas. Certains disent c'est le petit-déj. Oui, le petit-déj gratuit, mais aussi le repas. Et puis voilà, je veux dire, je ne sais pas si vous avez des enfants le matin, c'est pratique, on sait qu'ils vont bien manger. Et puis à la fin du mois, voilà. Le ministre Blanquer, quand j'ai fait cette proposition, je termine là-dessus, m'avait un peu flétri en disant « Ouais, avec votre salaire de député, vous pouvez payer la cantine ». J'avais trouvé ça peu digne et assez anti-parlementaire. Mais moi, quand je dis ça, je ne me bats pas pour moi. Moi, je suis un privilégié aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet. Je ne me bats pas parce que j'aurai un problème pour payer la cantine de mes gamines. Je me bats pour tout le monde, pour l'intérêt général. Et je pense que ça ferait progresser la qualité de notre école publique. Merci Alexis Corbière d'avoir été dans Restons Politique. Merci Rémi, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.